Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Irène et ce mois-ci, je reçois Agatha Liévin-Bazin. Bonjour Agatha, tu es docteur en éthologie, plus précisément spécialiste du comportement animal. Tu as soutenu ta thèse en 2017. Tu es également blogueuse, conférencière, conseillère scientifique, animatrice de radio, autrice et illustratrice. Tu tiens notamment un blog nommé Le Nid de Pie. Est-ce que tu pourrais déjà nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel ? J'ai un parcours, je pense, assez classique. Depuis toute petite, j'aimais beaucoup les animaux, donc j'ai eu très vite une seule obsession qui était de côtoyer des animaux toute ma vie, tout le temps. Rapidement, je me suis rendu compte que le métier de vétérinaire était pas trop fait pour moi. Soigneur, j'ai testé aussi et j'avais pas les muscles et la force physique, donc il me restait la recherche. Donc très vite, quand j'étais collégienne, j'ai compris qu'il fallait que j'essaye de devenir alors je pensais zoologiste à l'époque, parce que c'était un terme que je voyais encore passer dans des vieux livres, mais en gros, travailler sur le comportement des animaux. Et beh, j'ai fait un bac scientifique avec des options des SVT. J'ai fait une licence de biologie assez générale à l'université de Reims. Et ensuite, j'ai poursuivi avec un master d'éthologie, celui de Paris 13. Et ensuite, j'ai galéré, mais j'ai fini, après un petit peu d'acharnement, à obtenir une bourse de thèse. Donc, j'ai enchaîné avec une thèse au laboratoire d'éthologie Cognition-Développement de Nanterre, où je suis restée 4 ans. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est qu'un éthologue et en quoi consistait ton travail de thèse ? Alors, l'éthologue, c'est le ou la scientifique qui étudie le comportement des animaux. Donc là, comme ça peut être très très large parce que déjà, ça peut être tous les animaux, et le comportement, c'est aussi très, très varié. Il y a des gens qui s'intéressent, à comment les animaux communiquent entre eux par la voix, par les odeurs, par, le toucher. Il y en a qui s'intéressent à comment ils trouvent leur nourriture, comment ils s'orientent, comment ils trouvent des partenaires, comment ils résolvent des problèmes. Donc il y a vraiment des thématiques vraiment très, très variées. Il y a aussi des gens qui étudient les animaux dans leur milieu naturel, donc avec quelque chose de plus appliqué, plus proche de l'écologie, pour voir vraiment l'animal dans son milieu, et puis d'autres qui vont, être dans des milieux plus artificiels avec des animaux en captivité, mais qui peut aussi répondre à d'autres questions, puisque les deux approches sont complémentaires. Au niveau de mon travail de thèse, alors là c'est un grand pavé parce que ça a été 4 ans de ma vie quand même. Mon sujet c'était, alors le nom barbare, c'était prosocialité, cognition sociale et empathie chez les psittacidés, les corvidés. Alors comme ça fait un peu jargon, mais c'était, assez simple. En fait, j'étudiais les liens sociaux chez mes oiseaux. Donc je travaille avec 2 espèces, des perruches calopsites qui sont des tout petits perroquets, qui ont des petites joues rouges et une crête, que l'on voit assez facilement. Et l'autre espèce, c'était les choucas des tours, qui sont une espèce de petits corbeaux. Et voilà, le but c'était vraiment de voir à quel point la force des liens entre des animaux d'un même groupe, que ce soit des parents avec leurs petits, que ce soit des frères et sœurs, que ce soit des partenaires de couple, en quoi est-ce que ce lien d'affection va influencer leur comportement entre eux? Est-ce qu'ils vont plus s'entraider? Est-ce qu'ils vont plus facilement comprendre les besoins, les états émotionnels de leurs congénères? T'as dit un peu plus tôt que tu avais galéré pour avoir une bourse de thèse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste cette galère pour les gens qui nous écouteraient et qui se poseraient des questions sur la thèse, par exemple, et comment tu t'en es sorti? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, assez naïvement, bon, j'avais eu de la chance, sans être, une élève hors du commun, j'étais bonne élève, donc tous les ans, j'allais grimper d'un niveau. Et puis à la fin de mon master 2, j'arrive, pouf, je postule, pour, rentrer en thèse. Et bon, alors pour, postuler une thèse, il y a plusieurs cas de figure. Soit on postule un peu comme, une offre d'embauche, donc on envoie son CV, sa lettre de motivation à un sujet qui est déjà tout prêt. Et l'autre alternative, c'est d'écrire son propre sujet et de chercher des financements. Moi, j'ai un peu testé les 2 et en sortant de master 2, eh bien, je n'ai rien trouvé. Je me suis pas laissée abattre, je suis partie 2 mois et demi en Allemagne faire un stage, non rémunéré avec, des corneilles de Nouvelle-Calédonie, des choucas, enfin plusieurs espèces de corbeaux, avec, Auguste von Bayern, qui est devenue par la suite ma directrice de thèse, enfin ma co-directrice de thèse, puisque j'étais, sur 2 pays. Et donc ensuite, je suis revenue en France. J'ai déprimé, quand même, assez copieusement parce que j'étais là: «Bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Voilà. Et ensuite, j'ai essayé de faire
alternative de je postule à nouveau à des sujets tout faits et j'écris mon sujet de thèse. Donc j'ai écrit mon sujet de thèse avec donc Auguste von Bayern et Leïla Beauvais qui était ma directrice en France. Et j'ai postulé à Nanterre, le labo où je voulais faire ma thèse principalement. J'ai aussi postulé à des offres toutes faites à l'étranger. Enfin bref, j'ai fait ce que j'ai pu. Et ça n'a toujours pas fonctionné parce que j'avais un peu la poisse. Et donc, comme j'étais toujours quand même très motivée, j'ai refait un master 2, cette fois en psychologie, mais c'était purement un truc de façade pour être étudiante enregistrée en master 2 à Nanterre, pour être une candidate interne, pour essayer d'avoir une bourse de thèse dans ce labo-là 9 mois plus tard, quoi. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Et j'ai eu mon financement pour 3 ans de thèse, donc ça m'a occupée au final entre la soutenance de ma master de d'éthologie et le moment où j'ai eu ma thèse. J'avais fini mon premier master 2 en 2011, en juin 2011, et j'ai eu ma bourse de thèse en juin 2013. Donc voilà, ça a été un petit peu long. D'accord, ouais, ça montre qu'il faut s'accrocher. Et du coup, donc le master de psychologie, c'était quelque chose de pas prévu. Tu le présentes un peu comme quelque chose de purement administratif. Est-ce que tu penses quand même que ça t'a aidé, que ça t'a apporté des choses Ça m'a aussi apporté des choses. Alors déjà parce que, même si j'étais inscrite en master 2 de psychologie, j'ai fait un stage de près de 9 mois à la ménagerie du Jardin des Plantes en éthologie, qui était une expérience très formatrice et qui m'a appris plein de choses, pour mon métier. Mais c'était aussi intéressant parce que même si moi je suis pas du tout une vraie scientifique dans l'âme, et que j'ai toujours été plus attirée par, l'histoire, la littérature, les langues que par, les maths, la physique, et la chimie. Faire, un cursus de psychologie, c'était intéressant parce que je côtoyais des gens qui avaient pas du tout le même cursus, pas du tout les mêmes, approches, les mêmes outils que moi et je pense que ça m'a ouvert les yeux sur, des méthodologies que j'ignorais, sur des façons de faire, que je ne connaissais pas du tout. Donc, non, non, je dis ça parce que je fais un peu ma blasée parce que j'ai quand même galéré presque 2 ans pour avoir ma bourse. Mais, non, non, c'était une expérience qui m'a ouvert des portes, qui m'a fait découvrir la recherche en psychologie, les différents champs de recherche en psychologie. Donc oui, c'était aussi une expérience intéressante. On en a parlé au début, tu as des activités multiples, puisque après ton doctorat, tu t'es tourné vers la médiation scientifique, tu fais énormément de choses. Déjà, comment est-ce que tu es passé de la fin de ta formation doctorale à ça? Alors la médiation scientifique, en fait, c'est apparu pendant la thèse et ça s'est beaucoup fait au début, grâce à Daïla Beauvais, donc ma co-encadrante, française. Parce qu'au tout début de ma thèse, elle était très occupée, elle était aussi devenue maman et elle était malgré tout beaucoup sollicitée par les médias, traditionnels, télévision, radio, même des fois des demandes de conférences et souvent, en fait, elle me les renvoyait. Bah, on avait été interviewés par, France Culture qui était venu une fois au labo, ils m'ont fait venir aussi pour une émission aussi à France Culture sur les corbeaux, dans leur studio et j'y ai pris goût parce que, bah, déjà ça fait une bouffée d'air frais quand on est thésard, même si on adore son sujet, le côté récompense immédiate, je trouve ça assez valorisant parce que quand on fait de la recherche, des fois, il faut attendre 3 ans avant que ces résultats soient connus du grand public. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des opportunités par un autre réseau, parce que sur mon temps libre, je faisais partie d'un fanzine, donc du dessin en amateur, dans des conventions type Japan Expo ou autre, et j'avais des copains qui étaient très versés sur la science, qui étaient dans ce milieu-là, qui est l'équipe qui organise le festival des Geek Fairies, et qui ont monté un festival, puis un festival en ligne, où ils voulaient de la science dedans. Et ils m'ont dit, oh allez, tu nous fatigues à parler d'oiseaux tout le temps, en blaguant hein, bien sûr, j'étais cataloguée la nana qui parle d'animaux et d'oiseaux tout le temps. Et ils m'ont donné cette opportunité-là de faire des conférences en ligne pendant plusieurs années. Tous les ans, je préparais au moins 1 à 2 conférences pour eux. L'autre point important, c'est quand j'étais en Allemagne, en 2016, ma dernière année de manip, de terrain, je travaille vraiment avec un rythme très, très, très soutenu et pour me «reposer» entre guillemets, pour me changer les idées, j'ai créé le blog parce que je m'étais dit, c'est une saine activité de dessiner et d'essayer d'avoir son petit espace où on parle de ce dont on a envie, quand on veut. Donc voilà, j'ai créé ça, j'ai rejoint le collectif du Café des Sciences et ensuite, voilà, il y a des petites opportunités qui se sont faites par-ci par-là et j'ai continué. T'as commencé, pas par hasard, mais disons sans te dire que t'allais par là, et puis tu t'es jamais arrêté, c'est un peu ça. En fait, à la base, moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'étais partie pour être chercheuse. C'est juste que se frotter en vrai au milieu de la recherche académique, on y est se colle plus plume, on va pas se mentir et c'est vrai qu'après 4 ans de thèse, je me voyais pas repartir parce qu'il aurait fallu que je parte à l'étranger. Mais comme je ne sais pas parler d'autre chose que d'animaux, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai d'autre comme alternative pour, faire toujours ça?»
Je me suis dit, la médiation, c'est quand même chouette, il y a plein de façons différentes d'en faire, alors allons-y, gaillardement. Moi, parmi toutes tes casquettes, il y en a une qui m'a pas mal intriguée, c'est conseillère scientifique. Et je me suis dit que nos auditrices ne savaient peut-être pas ce que c'était non plus. Qu'est-ce qu'on fait quand on est conseillère scientifique? Pour l'instant, j'en ai eu une expérience, mais en fait, c'est pareil, un hasard assez fou. J'ai été contactée par Muriel Lecouvez, qui est la responsable des collections zoologiques du musée de Lille, musée d'histoire naturelle de Lille, parce qu'elle m'a vue à la télé, parce que là aussi, pendant ma thèse, j'étais passée dans l'émission du Monde de Jamie, pas de mes perruches et des perroquets, et cette dame donc m'a vue. Elle a trouvé que j'avais une bonne tête, que je présentais bien, je sais pas, je lui ai plu d'une façon ou d'une autre. Elle a demandé à ce qu'on se rencontre, et en fait, cette dame m'a expliqué qu'elle est en train de monter au sein de son musée une exposition sur tout ce qui est coopération, entraide dans la nature, entre animaux. Et comme mon sujet de thèse c'était la coopération, l'entraide, l'empathie, elle m'a dit est-ce que ça t'intéresserait d'être notre conseillère scientifique? Donc en fait, moi j'ai fait une réunion avec elle, avec Muriel et avec la personne qui concevait aussi l'expo, de toute une journée au musée de Lille, où en gros c'est un gros brainstorming, sachant qu'elles avaient déjà largement travaillé dessus, hein. Moi j'ai juste donné des idées un peu en vrac sur les différentes parties de l'exposition, sur quels animaux présenter, quelles informations. Et ensuite, j'étais chargée un petit peu de chercher de la biblio. Donc sur certaines questions, moi j'allais lire les articles scientifiques sources pour bien être sûre que les informations qu'on donne au public sont valables. J'ai cherché aussi un petit peu des images, des audios. J'ai contacté par exemple une chercheuse qui travaille en Afrique du Sud, qui fait un truc très particulier, qui est de la coopération entre un oiseau sauvage et des êtres humains, qui est assez fou. Donc elle a pu m'envoyer des sons. Et ensuite, mon rôle final, c'est de relire ce qu'on appelle les cartels, c'est-à-dire les textes qui accompagnent les spécimens qui sont exposés dans le musée pour vérifier les faits scientifiques qui y sont exposés. On va pas développer plus sur, on va dire, ta vie professionnelle. Je tiens à dire que si les auditoristes veulent en savoir plus, ils trouveront sur ton site une foire aux questions très détaillée sur ton parcours. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Titre personnel, j'ai trouvé ça très éclairant et j'aurais aimé la lire avant de faire une thèse alors que j'étudie pas du tout dans le même domaine. Donc vraiment, si vous êtes lycéen, lycéenne, étudiant, étudiante en ce moment et que vous voulez faire de la recherche ou de la médiation scientifique ou devenir éthologue en dehors de la recherche académique, faut aller lire ça. Bah, merci beaucoup. Sur le parcours, ton parcours éducatif, sur quel point est-ce que tu penses que ton parcours t'a le mieux préparé à ta vie professionnelle actuelle? Bah, sans doute, je dirais que la thèse a été vraiment déterminante parce qu'une thèse, c'est vrai que c'est une formation à la recherche par la recherche, mais une thèse c'est quand même très multicasquette. Mmh. Au début de ma thèse, je suis allée acheter les oiseaux sur lesquels j'allais travailler, donc j'ai fondé la colonie de perruches qui allait, donc j'ai dû faire de la documentation sur comment vivaient ces oiseaux, quel type de LED il fallait mettre dans leur volière, désinfecter les salles, enfin vraiment on repart du début. Donc j'avais aussi bien du temps passé avec les oiseaux à faire vraiment de l'habituation, quoi, qu'ils soient habitués à moi, de la manipulation. J'ai fait des soins vétos, parce que bien sûr, ces petites bêtes, des fois elles tombent malades, donc il faut s'en occuper. Le côté recherche bibliographique, et puis j'ai aussi beaucoup enseigné, donc j'ai donné 64 heures de cours en deuxième et troisième année, plus les colloques quand on va à l'étranger, rencontrer des collègues, parler en anglais, etc. Enfin, il y a vraiment un côté, il faut savoir faire plein de choses très différentes. Et je pense que c'est ça qui m'a en tout cas rassurée dans le fait que bah, pendant 4 ans, j'avais déjà fait plein de choses différentes. Donc au final, même si c'est quand même plus précaire dans le sens où j'ai pas un salaire fixe qui tombe chaque mois, enfin, pas tout à fait, en tout cas pas avec mes activités de vulgarisatrice à plein temps, mais ça m'a permis de dire bon ok, peut-être que tu auras des petits moments où tu dormiras pas beaucoup, mais tu sauras gérer de faire plusieurs trucs très différents. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé pour me lancer, quoi. À l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a des points sur lesquels ton parcours ne t'a pas préparé et où tu t'es senti jeté dans l'inconnu? Ça malheureusement, par exemple, aujourd'hui, et c'était déjà le cas malheureusement quand j'étais étudiante, il y a une part importante dans les études, dans la recherche académique qui sont les analyses statistiques. Il faut savoir gérer des logiciels comme R, par exemple, et moi je n'ai jamais été formée à l'utilisation de R. Et en fait, c'est vraiment un énorme trou dans ma formation. J'ai toujours été une bille en statistique et je n'ai jamais été proprement formée aux outils. Alors j'ai essayé comme j'ai pu, et puis au final, je me suis rendu compte que pour la coopération, la collaboration, c'était bien. Donc j'ai souvent fait appel à quelqu'un qui savait beaucoup mieux que moi faire des statistiques. Mais ça reste un petit peu un trou parce que je me dis, bon, il y a quand même une partie entière de ma recherche que j'ai maîtrisée pas du tout, quoi, que j'ai dû déléguer. Même si c'est bien et valorisant de savoir faire plein de choses, il faut aussi reconnaître ses limites, et quand on ne sait pas, bah, autant faire appel à ceux qui savent et qui sont ok pour le faire. Donc moi j'ai fait ça.
Est-ce que tu peux nous raconter une de tes plus grandes fiertés dans ton parcours? Je suis un peu une relou qui est jamais vraiment satisfaite d'elle-même, donc c'est compliqué. Mais pour revenir sur l'expérience avec Lille, j'étais quand même, vraiment ravie, honorée, tout ce qu'on veut, de faire partie de cette aventure. De voir mon petit nom écrit, sur le panneau, des gens qui avaient collaboré à l'exposition, d'être là à l'inauguration avec Martine Aubry. C'était un beau moment et puis je suis aussi fascinée par les musées d'histoire naturelle depuis toujours. Et quand j'ai fait cette journée de brainstorming dans les bureaux du musée de Lille, dans leur grande salle, voir leur collection de géologie qui est ouverte à personne, enfin c'était un peu un rêve de gosse quoi, d'être dans les coulisses de ces grandes institutions. Enfin, je me suis dit, j'ai de la chance d'être là quoi. À l'inverse, est-ce qu'il y a des événements que t'as considérés comme des échecs à l'époque et qui, selon toi, t'ont permis de rebondir? Alors échec, peut-être pas aussi raté, mais j'ai une anecdote rigolote que je raconte de temps à autre. J'ai donné une conférence, ma toute première conférence, grand public à Moulins pour un festival autour des sciences. Ça s'est bien passé, mais c'était vraiment ma première conférence et je me souviens, j'avais dit au public, «N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, parce que c'était une conférence d'1 heure. Je suis très bavarde et tenir dans les temps, c'est des fois compliqué pour moi, donc j'avais tendance à parler vite, je pense, et à passer un peu vite mes diapositives. Et ça s'est très bien passé, les gens m'ont dit qu'ils étaient contents, j'ai eu des questions, et cetera. Mais le lendemain, quand les gens m'ont ramené, les organisateurs m'ont ramené à la gare, pour que je reprenne mon train, ils m'ont juste dit, «Ah des fois vous alliez un peu vite!» Et je me suis sentie super mal parce que je me suis dit: «Ah mais ça se trouve, j'allais trop vite» et à l'époque aussi, par exemple, j'avais encore laissé genre des diapos avec des graphiques et je pense que, enfin aujourd'hui, je le ferais différemment, quoi. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'avait un peu douchée. Je me suis dit: «Ah mais zut, en fait, je suis peut-être totalement tombée à plat, quoi». Dernière question de cette première partie, les échecs et les événements qui se déroulent pas comme on veut, c'est un peu monnaie courante, à la fois dans les études et dans la vie professionnelle. Quels conseils tu donnerais à des personnes qui voudraient effectuer un métier scientifique pour les surmonter? Il y a des erreurs que l'on fait et qui font perdre du temps, mais il y a en général jamais rien d'irrévocable. Enfin, même si on perd du temps, il y a toujours moyen de se corriger et faut pas se mettre martel en tête, on est tous humains et voilà. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se dire que l'erreur, malheureusement, enfin malheureusement non, c'est pas forcément malheureux, ça fait partie du processus d'apprentissage et que on peut pas faire sans, on n'apprend pas sans faire d'erreur en fait. Les gens qui se trompent jamais n'apprennent pas et ne peuvent pas devenir meilleurs, donc il faut passer par par ces petits trous dans le chemin qui font un peu dériver de ce qu'on avait en tête. Mais c'est nécessaire et même si ça peut être frustrant, au final, avec le recul, on en apprend toujours quelque chose. C'était la première partie de notre entretien avec Agatha Liévin-Bazin. On vous donne rendez-vous le mardi 23 février pour la suite de cette interview. Merci d'avoir écouté cette première partie, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram ou à envoyer un mail à Je Science Donc Je Suis. Nos coordonnées sont dans la description de cet épisode. Vous pouvez également jeter un coup d'œil à notre tout nouveau site. À bientôt dans les voies de la science!